Bienvenue dans les coulisses des Voix de la Saint-Barthélemy. Je suis Jérémy Kleiss, responsable du pôle podcast de Regard Protestant, et j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette discussion avec l'équipe de production. Je suis aujourd'hui avec l'historien Jérémy Foa, auteur et narrateur de la série, maître de conférences en histoire moderne à l'université Aix-Marseille. Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci de nous accueillir à Marseille. Je suis également avec Antoine Gouritin, réalisateur et coordinateur du projet. Bonjour Antoine. Bonjour Jérémy. Antoine, je te laisse les clés. Vous allez nous parler de la réception du livre et de vulgarisation historique. Merci Jérémy. Ouais, on va reprendre là où on a laissé la semaine dernière, en parlant de notre volonté commune, je pense Jérémy, de diffuser les connaissances produites par les scientifiques au-delà des cercles académiques. On a parlé un peu de style pour terminer l'épisode de la semaine dernière. Ça faisait partie de ta démarche vraiment dans les choix d'écriture de tout ce qui tombe, que ce soit accessible ? Oui, c'était vraiment essentiel. C'est ma démarche et puis c'est aussi l'esprit de la collection de Clémentine Vidal-Naquet, qui s'appelle À la source, qui demande à ses auteurs d'expliciter leur rapport personnel à la source, de ne pas hésiter à montrer leurs émotions. La grande initiatrice, la pionnière de ce type d'écriture, c'est Arlette Farge, une historienne qui très tôt a assumé les émotions souterraines, les passions, les envies, les désirs qui guident l'écriture de l'histoire. Donc ça, c'était dans le cahier des charges de Clémentine Vidal-Naquet. Et puis, effectivement, moi, de mon côté, j'avais ce désir, qui est un désir politique, pour le coup, de m'adresser à un public plus large que d'habitude. La Saint-Barthélemy, le sujet de la Saint-Barthélemy, les guerres de religion, c'est un sujet qui a été révolutionné par les scientifiques depuis 30 ans, notamment par un grand historien qui s'appelle Denis Crouzet, qui écrit magnifiquement, mais des livres qui peuvent être parfois difficiles d'accès. Je pense à un livre qui s'appelle Les guerriers de Dieu. Or, si ces grands livres révolutionnent la science, ils ont du mal à pénétrer dans l'esprit commun, auprès de tout le monde. Donc il me semblait que c'était une façon de traduire les grandes idées des historiens en les rendant accessibles au plus grand nombre. Donc c'est ce que j'ai voulu faire ici. Un des enjeux politiques pour moi, plus généralement, c'est que aujourd'hui, tu le sais, les gros best-sellers en histoire, c'est pas des historiens, c'est souvent des polémistes ou des chroniqueurs comme Éric Zemmour ou Franck Ferrand, qui vont vendre des dizaines de milliers de livres d'histoire. Le problème n'étant pas qu'ils ne sont pas des historiens professionnels, le problème étant que très souvent, ils véhiculent un type d'histoire pour le moins passéiste, nostalgique, conservateur. Et à visée contemporaine, particulièrement sur la Saint-Barthélemy. Exactement, sur la Saint-Barthélemy, à visée très très contemporaine. Voilà, donc il me semble important de montrer que les historiens sont capables aussi de descendre dans l'arène publique, de s'adresser à des lycéens. C'était mon cas, par des petites techniques littéraires, parce que c'est ça, dans le fond, mon livre, j'aurais pu l'écrire de manière tout à fait autre. Un des modèles pour ça, pour moi, c'est Patrick Boucheron, l'histoire mondiale de la France, qui est aussi un grand succès de librairie. Pourtant, avec un livre rigoureux scientifiquement, qui porte une parole, qui est une parole politique, à savoir que la France s'est toujours construite par l'apport de l'étranger. Pour le dire très vite, un pays comme la France n'existe que à travers les apports qui viennent du monde entier. Et c'est aussi ça la France. Donc il y a une leçon qui est politique, une leçon d'émancipation. L'émancipation, elle passe par l'accueil de l'étrangeté, l'accueil de l'adversité. Et on peut dire ces choses-là qui sont des choses politiques à partir de sources du XVIe siècle ou du XVIIe siècle. Et on peut aussi les dire dans un langage qui est plus accessible que ce qu'on écrit habituellement. C'est bien que tu parles de Patrick Boucheron parce que dans les questions de vulgarisation historique, on a un peu la même chose. On a souvent des historiens, c'est peut-être ton cas aussi, qui sont sollicités pour être conseillers scientifiques sur une production. Certains maintenant de plus en plus, je pense à des youtubeurs, font appel à des historiens comme conseiller, mais même en allant un petit peu plus loin en écriture de script, en choses comme ça, mais après c'est pas eux qui incarnent la chose. Souvent c'est le youtubeur, je prends cet exemple là, mais qui va incarner le script, et l'historien au final alors ça dépend à quelle étape de la production, mais il finit toujours par disparaître. Et c'est un peu dommage, même si on cite ses travaux, on dit qu'il a participé, etc., mais c'est pas la même chose. Donc je parle de Patrick Boucheron parce que ce qu'il fait sur Arte par exemple, tout à fait, ouais, voilà. Eh bien avec une différence, c'est que j'avais vu une interview de Patrick Boucheron qui dit non mais de toute façon ça marche parce que de toute façon s'il y a de la qualité ce sera au rendez-vous. Oui, certes,
encore plus quand on s'appelle Patrick Boucheron et qu'on a Arte derrière, c'est assez difficile de faire de monter des projets comme ça, de dire mais si, allez-y, les historiens peuvent porter ça. Je sais que moi au début, pour moi c'était important justement que tu assures la narration de ce projet-là. Déjà parce que le livre est écrit à la première personne et que le but c'était de reprendre aussi ce parti pris-là. Mais c'était important que ce soit toi qui porte la chose. C'est un bon exemple, je trouve, pour dire oui, ça peut être à la fois rigoureux, porté par les historiens et accessible. Et c'est assez difficile de le faire comprendre, je trouve encore. Oui, alors c'est difficile et puis aussi parfois on peut avoir des collègues à juste titre un peu timides ou intimidés parce que c'est une autre façon d'être dans l'espace public. Hein. Nous, on est recrutés comme des scientifiques, on est très souvent des enseignants, donc on sait parler en public, mais parler devant une caméra, parler derrière un micro, être un youtubeur, tout ça c'est un certain nombre, c'est un talent. Hein, que tous les scientifiques n'ont pas, et il y a des youtubeurs de grands, de très efficaces dans leur format, donc c'est pas évident. Moi je trouve que parfois certains historiens se frottent à ça, incarnent, hein, comme tu le dis, leur discours, c'est très bien, et puis d'autres fois moi je trouve quand ils interviennent simplement à titre de conseiller, c'est aussi très bien. Il y a sur YouTube, Nota Bene fait des choses assez incroyables, et c'est lui qui incarne la parole. Donc je pense qu'il y a différentes possibilités qui s'offrent à nous, depuis effectivement la première ligne, qui n'est pas la plus facile pour les historiens, mais pour les scientifiques de manière générale, et puis jusqu'à être un peu plus caché, mais de manière générale. Il y a vraiment une envie du côté des scientifiques, du côté des historiens, des sociologues, des philosophes, de trouver des formats alternatifs pour nous adresser à plus de monde. On l'entend, toi, c'est en général assez partant pour ce genre de choses. Tu avais travaillé pour l'histoire dessinée de la France aussi. Oui, voilà, j'ai fait une bande dessinée avec Pochep qui s'appelle Sacrée Guerre. C'était une super expérience aussi. Voilà, ça c'est un format. Je suis en train aussi de travailler à un scénario sur la Saint-Barthélemy qui va sortir sur France 2 au printemps. Déjà pour nous, c'est quand même épanouissant. Hein. Ça nous sort de nos habitudes. On fréquente d'autres gens. Toi, par exemple, que j'aurais jamais eu l'occasion de croiser si je m'en étais tenu à mes notes de bas de page. Voilà, tout ça, c'est à la fois des rencontres. C'est intéressant. Je pense aussi que ça nous fait réfléchir différemment. Hein. C'est-à-dire que en réalité, on ne dit pas non plus la même chose. En changeant de format. Changer de format nous amène à réfléchir aussi. C'est pas juste un discours savant qu'on va traduire dans un autre format, podcast ou télé, mais ça nous amène toujours à avoir de nouvelles idées. Donc tout ceci pour moi, c'est créatif, c'est productif, c'est politique aussi. Et comment tu as réagi quand je t'ai parlé de là j'exagère un petit peu, mais ce ondelat du XVIe siècle? Comment tu as réfléchi à la chose aussi au fur et à mesure du projet? Moi au début je suis partant, je suis toujours partant, je trouve que je suis content, je suis honoré, c'est une super aventure pour ce livre. Ça c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement c'est un peu d'inquiétude, hein, je te l'avais dit, moi je suis pas acteur, je suis pas comédien, je suis prof, et la tonalité d'un prof et la tonalité même d'un historien qui écrit, c'est pas la même que celle qui est nécessaire à faire un podcast. Le rythme est pas le même, le ton. Hein, je suis très admiratif des comédiens qui sont dans ce podcast. Parce que c'est un métier. Et moi, je pense que c'est la première chose que je t'ai répondu. Peut-être la deuxième chose après t'avoir dit oui, super idée. Mais je suis pas comédien. Je pense qu'il faut aller au-delà de cette timidité, assumer parfois la gaucherie de l'historien narrateur, etc. C'est comme ça. Ça met en valeur, je pense, le talent des comédiens par contraste. Donc c'était ça mon deuxième mouvement. Puis mon troisième mouvement, c'est à l'écoute. Je me suis dit, écoute, il faut y aller. Je suis plutôt content. Quand tu parlais du style qui participe à la réussite du livre, parler un petit peu des critiques aussi, parce que j'imagine que tu t'attendais que ce serait pas forcément bien reçu dans le milieu académique, en tout cas pas partout. Les critiques ont été peut-être plus nombreuses et plus tranchantes que ce que tu attendais? Alors oui et non, y a eu beaucoup
de réception savante tout à fait positive, hein. Et il y a eu quelques réserves, et qui souvent étaient des réserves plus sur la forme que sur le fond. Les réserves qui ont été émises par mes collègues, c'est notamment, alors ça c'est le premier point, la mise en scène de l'historien, hein, c'est-à-dire que l'historien est trop présent, se met trop en scène, assume trop aussi sa subjectivité, hein, alors que c'est une discipline scientifique, savante, qui doit tendre à la vérité. Est-ce que ça ne serait pas trop la Saint-Barthélemy selon Jérémie Foa ? Pour te donner une caricature, les scientifiques ne disent pas que la Terre tourne selon Galilée. Ils disent que la Terre tourne. Alors, si on dit que c'est la Saint-Barthélemy selon Jérémie Foa, qu'est-ce qui reste de la Saint-Barthélemy ? Est-ce que la subjectivité assumée n'arrache pas l'objectivité de ce dont on parle ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui m'a été un peu plus reproché, et peut-être de manière, me semble, plus juste, c'est la dimension justicière même, de la tonalité que j'adopte. C'est-à-dire que par moment, surtout à la fin, le dernier chapitre, quand je dis que ces gens sont morts dans son lit, je semble regretter, d'ailleurs je regrette, qu'ils soient morts dans leur lit, de leur belle mort, sans avoir jamais été jugés, sans avoir été critiqués, qu'ils étaient gratifiés. Donc j'ai un peu une tonalité accusatoire. Je me place d'un certain côté et je dénonce les bourreaux et j'essaie de de ressauver plutôt les protestants. Et ça c'est pas complètement faux, hein. C'est-à-dire que là, pour moi, il y a une technique d'écriture qui permet au lecteur de s'identifier aux victimes, de rejeter les tueurs, qui, je pense, participent à l'intérêt du lecteur pour ce que je raconte, mais qui va un peu au-delà de ce qu'est l'écriture historienne à proprement scientifique, qui, en théorie, ne prend pas parti. Hein, qui, en théorie, explique sans juger. Et par moments, je pense que, peut-être entraîné par mon écriture ou entraîné par un désir de permettre au lecteur de s'identifier au personnage, je vais un peu trop en avant sur le jugement. Voilà. Eh ben écoute, on l'entendra dans le prochain épisode, la semaine prochaine. Merci à tous les deux pour ces éclairages. Ainsi s'achève notre série d'entretiens dans les coulisses des voix de la Saint-Barthélemy, un podcast du Musée protestant et Regard protestant. Pas de coulisses la semaine prochaine, mais un dernier épisode de la série à ne surtout pas rater, comme l'évoquaient Jérémie et Antoine à l'instant.